Et début de tournage, allez savoir, l'art de faire parler les murs. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur quelque chose que nous voyons tous les jours autour de nous, mais que la plupart d'entre nous regardent peu voire pas, l'architecture. Ouais, et bah ça donne pas envie, parce que ça sent l'épisode long et barbant. Alors nous allons essayer de rendre cela un peu vivant, et d'ailleurs nous allons principalement nous arrêter sur les styles architecturaux que nous retrouvons justement en France dans notre quotidien. Ah heureusement, parce que sinon on n'est pas couché. Exactement, de même si vous connaissez par cœur les époques et les détails de l'histoire de l'art architectural en France, eh ben je suis désolé mais on va quelque peu survoler ce sujet, le but étant de faire un rappel ou une initiation sur ce thème de l'histoire de l'art. D'ailleurs on ne va pas s'attarder sur l'art des fortifications car ne dépendant pas du même type de besoin que l'art architectural. L'art de la guerre évoluera de manière différente, les avancées du matériel militaire étant le levier des évolutions contrairement à l'art architectural qui dépend du concept de la beauté qui va évoluer selon les époques. Il faut donc distinguer l'art de la guerre et l'art du visuel. D'ailleurs concernant le château là, vous avez dû le voir récemment dans un teaser d'un film français très attendu, un château bien de chez moi, le château de Bressieux. Bref, je m'éparpille, revenons sur notre sujet. Personnellement, il a fallu que nous quittions Grenoble pour enfin en découvrir ses secrets. Quand on y vit, on ne fait que trop peu attention aux détails, et pourtant ce sont ces détails qui racontent l'histoire des bâtiments, et donc de la ville. Bref, levez les yeux, regardez autour de vous, et rendez-vous après le générique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par vous lire le début de l'introduction d'une de nos sources qui résume à notre sens très bien ce qu'est l'art de l'architecture. Les styles sont le souvenir esthétique des époques à travers les cultes divers de la beauté. La pensée des siècles dort dans ses pierres, dans ses meubles, en un mot, dans ces choses qui survivent aux générations, comme autant de témoins de leurs mœurs et de leurs aspirations idéales. Si les caprices de la mode sont éphémères, l'immeuble beau, qui ne peut s'improviser, est éternel. Et c'est la marque d'une éternité que nous saluons dans les styles, l'essor d'une épuration et d'une synthèse née de l'effort humain. Et cette découverte, véritable écriture des peuples, ne varie pas ses formes à chaque civilisation, d'autant que les idées de chacune renouvellent leur originalité. De plus, la recherche originale des styles fut inconsciente chez ceux qui s'y employèrent, tout comme elle émane d'une succession de personnalités et non d'une seule initiative, s'aiguisant d'âge en âge jusqu'aux chefs-d'œuvre anonymes. Les styles se créent, en architecture, comme les espèces nouvelles dans la nature végétale et animale. Chaque monument que vous regardez comporte une structure et des détails qui permettent d'en déduire leur époque et leur fonction, bref, leur histoire est celle du lieu alentour. On peut par exemple voir plusieurs styles architecturaux dans un seul et même édifice, ce qui indique des travaux divers et variés à certaines époques. Pour la partie française, nous allons débuter avec la période romaine, car pour les parties antérieures, très rares sont les monuments qui ont résisté aux balafres causés par le temps et l'homme. Et oui, nous aurions pu par exemple parler un peu de l'art grec proche de l'art romain que nous pouvons retrouver un peu dans le sud du pays avec la colonie grecque Massalia, aujourd'hui appelée Marseille. Mais nous avons voulu traiter des architectures que nous pouvons retrouver un peu partout en France. Bon, du côté des Grecs, rassurez-vous, nous allons quand même en parler. Concernant l'architecture romaine, elle ressemble à celle grecque mais avec quelques nuances et surtout des avancées, avec notamment l'utilisation du mortier. Et le premier élément qui nous permet de voir si le bâtiment est romain, c'est en étudiant ses colonnes. Quasiment chaque époque a ses particularités et même durant l'Antiquité il en existe de nombreuses versions. Les Romains ont principalement utilisé les colonnes composites, un mélange de colonnes ioniques et corinthiens. On se retrouve avec des feuilles d'acanthe et de grandes volutes, le tout rehaussé avec quelques bas-reliefs. Bon après les Romains ont aussi utilisé des colonnes un peu plus grecques, comme aux arènes de Nîmes où nous avons des colonnes doriques. Mais si vous rencontrez des colonnes composites, pas de doute, ça sera romain. Ou pas, parce qu'en fait ces colonnes seront parfois utilisées un peu plus tard, notamment à la Renaissance. Bref. Mais ce qui va réellement distinguer le grec du romain, ce sont l'utilisation d'arcs et de coupoles. Les Grecs ne les utilisaient pas. Ainsi, grâce aux arcs, il était possible d'espacer les colonnes. Concernant les voûtes, les Romains utilisaient principalement des voûtes dites en berceau, une sorte de demi-cylindre que l'on retrouvera aussi à la Renaissance. Chez les Romains, les entrées étaient en partie masquées par les colonnes qui se trouvaient devant, forcément. Et puis du coup, cette zone, on l'appelle le portique. Concernant le toit, les Romains et les Grecs faisaient des toits en bâtière, c'est-à-dire avec deux pans.
Ces toits sont d'ailleurs très peu inclinés, parfois même cachés par des ornementations. Quant aux fenêtres, elles sont dites en plein cintre et sur certains bâtiments comme les temples, elles sont quasi inexistantes. Bon, voilà pour les grands points. Au 5e siècle, l'Empire romain va chuter. Nous allons quelque peu oublier cette beauté architecturale et faire des bâtiments un petit peu plus simples et rustres. Puis le style roman apparaît en Europe au Xe siècle et prendra fin au XIIe siècle. Comme son nom l'indique, le style roman s'inspire en très grande partie de l'architecture romaine. Pour la petite anecdote, on retrouve les plus belles et principales églises de style roman toujours debout sur les fameux chemins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et commençons par les colonnes, qui vont être simplifiées mais aussi être tournées vers une ornementation géométrique qui nous vient des peuples du nord de l'Europe. Quant aux chapiteaux de ces colonnes, ils étaient agrémentés de scénettes, donc avec des personnages et plus forcément du coup de la verdure comme chez les Romains. Au-dessus de ces colonnes, nous pouvons retrouver des arcs romains. Plus le style roman va durer, plus les cintrages des arcs vont être décorés et évoluer. Par contre, la principale évolution, ce sont cet ordre colossal, des arcs et des colonnes sur plusieurs étages. Du coup, si vous suivez un peu, vous venez de comprendre que chez les Romains, tout se faisait de manière horizontale, rares étaient les monuments qui prenaient de la hauteur. Et avec le style roman, on va justement la chercher cette hauteur. Une chose va également beaucoup changer, les voûtes. Toujours cet aspect un peu cylindrique, mais avec un début de voûte avec des croisées d'ogives dont nous reparlerons très très vite. Le style roman est aussi le style de la solidité, et par conséquent les murs sont épais et les fenêtres petites pour ne pas compromettre la solidité du bâtiment. Quant aux portes et aux porches, cette fois-ci pas de colonnes qui masquent l'entrée, mais des arcs cintrés décorés qui mettent en valeur l'entrée. Et terminons par les toits qui sont moins plats. Nous avons des pentes plus inclinées pour mettre les toits plus en évidence. Sur les églises, nous nous retrouvons même avec des toits avec des architectures complexes et même avec plusieurs formes. On retrouve des corbeaux sur les bordures des toits avec des têtes d'humains, d'animaux ou bien des motifs géométriques. C'est aussi avec le style roman qu'apparaissent les premières gargouilles du Moyen-Âge français. Du côté des statues, l'aspect parfois austère du style roman ressort car elles représentent des hommes maigres, calmes et rigides. Ce qui caractérise au final bien ce style. Et puis l'arc brisé va faire son apparition, et les bâtiments vont complètement changer pour adopter l'art gothique. Et pour illustrer ce style, je vais prendre deux monuments qui à mon sens représentent très bien cette époque. L'un connu du monde entier, l'autre connu principalement de nous, des Français. On a Notre-Dame de Paris et la basilique de Saint-Denis. Alors ai-je besoin de présenter la première Quant à la deuxième, ce fut d'abord une abbaye avant de devenir une basilique. Elle représente la royauté française car c'est en son sein que les rois de France furent inhumés. Le style gothique est typiquement français, les autres pays ne l'appelant pas forcément art gothique mais plutôt architecture française. Ce style est audacieux, élancé et léger, tout le contraire du roman qui est solide, grave et parfois même austère. Nous passons de petites fenêtres à de plus grandes fenêtres et plus nombreuses, ce qui va rendre les intérieurs beaucoup plus lumineux. Les vitraux et leurs couleurs vont aussi faire leur apparition, ainsi que des rosaces aux décorations élaborées. Bref, rien qu'avec les fenêtres, vous voyez déjà la différence notable entre le roman et le gothique. Mais surtout, ce qui va tout changer, c'est l'arc brisé. Plus résistant que l'arc plein cintre, ce nouvel arc va permettre aussi la création des voûtes à croisées d'ogives, qui elles aussi sont plus solides. Ainsi, les bâtiments gothiques prennent encore plus de hauteur, sont encore plus lumineux tout en étant tout aussi solides. À l'extérieur de certains bâtiments romans, on pouvait trouver des contreforts. Mais cette fois-ci, nous n'en retrouvons pas. Nous retrouvons des arcs-boutants. En effet, avec les croisées d'ogives et les arcs brisés, le poids est encore plus déporté sur l'extérieur. Il faut donc ces fameux arcs-boutants pour que les murs ne s'éloignent pas les uns des autres et finissent par s'écrouler. Ici, nous passions aux ornements. Vous vous en doutez, exit la géométrie romane pour faire place au raffinement et à la nature. On retrouve beaucoup de bourgeons, de feuillages, notamment sur les chapiteaux des colonnes, au début du gothique, et puis vers la fin, ce sont des moulures plus simples afin de mettre en avant la verticalité des édifices. Et oui, vous venez de comprendre que dans le gothique, nous avons plusieurs genres, environ 3, pour être exact. Nous avons pour commencer le gothique primaire ou en lancette, puis le gothique secondaire ou appelé aussi rayonnant, et pour terminer le gothique tertiaire ou plus communément appelé flamboyant. On ne va pas tous les détailler, mais prenons en exemple les toits. Plus le style gothique va avancer dans l'âge, plus les toits vont s'aplatir grâce notamment à l'utilisation du plomb. Bon, ce n'est pas que je ne veux pas poursuivre sur le gothique, mais il nous faut encore énumérer pas mal de choses. Donc passons à la suite avec l'art de la Renaissance qui succédera à l'art gothique. La Renaissance est une révolution des arts en général et a été initiée en Italie au XVe siècle et a été importée en France au XVIe siècle. En France, quand on évoque la Renaissance, nous pensons assez rapidement, et avouez-le,
au château de la Loire, château de la Renaissance et au roi François Ier. Mais la Renaissance va débarquer avant en France, sous le règne de son prédécesseur, Louis XII, à une époque de plusieurs guerres d'Italie où un proche chevalier sans peur et sans reproche va réaliser quelques exploits militaires notables. Et cette Renaissance signe surtout le retour aux arts romains et grecs. Ah la mode, ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petits riens. Effectivement, cela n'a toujours pas changé aujourd'hui, les nouvelles modes s'inspirent généralement de modes déjà existants en les transformant un petit peu quoi. Ainsi nous pouvons dire adieu aux arcs brisés français car c'est le retour de l'arc plein cintre, des colonnes qui masquent les entrées, des toits plats et cachés, bref, le style architectural que l'on retrouve chez les Romains. Du côté de la France, on ralentit la construction d'églises pour construire des châteaux. C'est pour cela que nous avons principalement montré des églises jusqu'à maintenant, alors que pour la Renaissance, nous allons plutôt vous montrer des châteaux. La beauté et le grandiose étaient réservés à la religion, mais maintenant, cela est aussi réservé aux châteaux qui ne servent plus forcément de défense, mais de lieu de vie des seigneurs et de démonstration de l'art. Et la Renaissance française ne sera pas la même que la Renaissance italienne. En Italie, c'est le retour du style pur romain, aussi appelé style classique. Mais quand on compare cette maison de la Renaissance italienne à Chambord par exemple, on peut noter quelques différences assez criantes. Bon, par contre, soyons clairs, la plupart des châteaux de la Loire ont un style mélangé. On retrouve parfois un mélange de gothique et de renaissance dans ces châteaux, comme c'est le cas par exemple pour Chambord, qui cherche la verticalité du gothique et les raffinements de la Renaissance. Et passons maintenant à Hazel-Rideau. On peut voir les fameux arcs plein cintre et les colonnes corinthiennes. La symétrie et la régularité sont aussi un mot d'ordre pour les façades des bâtiments. Que cela soit en France ou ailleurs, le style de Renaissance diffère du style classique de par ses escaliers, beaucoup plus imposants et complexes à la Renaissance. Double révolution ou encore avec un noyau évidé, les escaliers sont complètement revisités. Par contre, au niveau du toit, contrairement au toit plat du style classique, ils étaient bien plus complexes et inclinés en France. Puis terminons sur l'un des éléments du toit que la Renaissance française va mettre en avant, la cheminée. Ce fut un signe de richesse car l'on possédait donc des pièces chauffées. Et forcément, plus on a de cheminée, plus on est chauffé. Tout comme pour le style gothique, même en France nous avons eu plusieurs styles de Renaissance avec une première époque de transition entre le gothique et la Renaissance, puis une période appelée François Ier, et une dernière période appelée style Henri II, avec un style un petit peu moins exubérant avec par exemple le Palais des Tuileries. Tout du moins une partie, car elle a été largement modifiée et agrandie par la suite. Passons maintenant au style suivant, le baroque. On reste très proche du style classique encore une fois, mais avec une particularité, une ornementation classique en profusion de partout, en abondance. Vous avez compris. Ce mouvement nous vient également d'Italie, mais en France, vu que Louis XIV veut faire de la France et de Versailles le centre culturel de l'Europe, on refuse d'utiliser le terme baroque. Et pourtant, le style Louis XIV et le style baroque semblent avoir des similitudes, notamment dans le but de créer du grandiose. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, car dans les livres que j'ai pu lire, certains parlent d'architecture Louis XIV, d'autres de style baroque, bref. La distinction faite à l'époque semble toujours faire débat aujourd'hui. N'étant pas des spécialistes, nous préférons rester neutres et souligner ce petit débat qui semble toujours plus ou moins d'actualité. Du coup, parlons tout de même un peu du style de cette époque qui semble très proche du style classique avec pour but la magnificence et le grandiose. Et regardons l'Hôtel des Invalides construit sur ordre de Louis XIV. On retrouve les décors du style classique avec les colonnes de style corinthienne et composite, des statues, des frontons ornementés, des toits avec peu de pente et les fameux arcs plein cintre. Du classique à profusion, mais contrairement au style classique qui est plutôt horizontal, celui-ci est clairement sur la verticalité avec plusieurs étages. Dans le style baroque, ou Louis XIV, ça dépendra de votre politique, nous avons aussi l'église de Notre-Dame du Val-de-Grâce. On peut notamment y voir l'une des caractéristiques du baroque qui sont les frontons à base brisée qui se situent juste au-dessus des fenêtres afin de les rendre beaucoup plus sophistiqués. Bon, quittons le XVIIe siècle pour atterrir au XVIIIe siècle. Siècle des Lumières, de remise en question, notamment en France, avec la contestation des institutions et surtout la mise en place progressive de la République et de la démocratie. Et quelle civilisation est idolâtrée en ce temps-là, entre autres pour cela? Eh ben oui, les Grecs. Donc adieu le style romain et bonjour au style grec, qui a servi d'ailleurs d'inspiration au style romain, puis roman, enfin la Renaissance, au baroque. Donc au final, on revient à l'origine de l'origine de l'origine, voilà. Avec le style appelé néoclassique. Donc on va faire ce que j'ai fait au début, mais à l'envers. Donc adieu les arcs plein cintre, l'ordre composite, les colonnes sont plus resserrées, les toits restent quasiment plats,
le retour des portiques avec les grosses colonnes qui masquent partiellement les entrées, et prenons en exemple le bâtiment de la Bourse de Paris, bâtiment typique du néoclassique. On pourrait même penser que cela est grec. La différence c'est que nous avons plus de fenêtres que dans le style grec et que les entrées peuvent être surplombées d'arcs. Mais ce ne sont pas des arcs au sens propre du terme, comme on a pu le voir chez les Romains. Ici ce sont des vitres, et non des décors qui les remplissent, et on appelle cela un imposte en éventail. Nous avons aussi l'église de la Madeleine où clairement il est compliqué de faire la différence avec un temple grec tel qu'on l'imagine. Bon, l'indice principal c'est qu'il faut regarder la scène au-dessus du portique. Nous avons ce qui semble être Jésus avec des anges. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on n'aurait pas eu chez les Grecs. Bref, le néoclassique a beaucoup plu en France. À Paris, on dénombre beaucoup de monuments de ce style. Allez, un petit dernier pour la route, le Panthéon, au lieu où reposent certains des grands hommes et femmes de France. Et puis après, ce ne fut pas tout à fait pareil. Dans certains pays comme l'Angleterre, le gothique est revenu à la mode sous le doux nom de néo-gothique. Tandis que nous, en France, au 19e siècle, il va exister plusieurs styles qui vont s'inspirer du classique, du roman, du gothique et de la Renaissance. Une sorte de combinaison, ces styles s'appelleront académique, éclectique, mauresque ou encore art nouveau. Ici, nous avons l'opéra Garnier qui a un style académique. Maintenant que vous avez les bases des styles précédents, vous devriez être capable de repérer les détails qui peuvent vous permettre de le reconnaître. Je veux vos arguments en commentaire. Et puis pour terminer, nous avons le style moderne, un style tout nouveau, épuré de tout style ayant existé avant. De nouveaux matériaux et techniques de construction ont permis sa création. Je ne saurais dire si c'est le style de notre époque ou non, bref, mais en tout cas c'est le style le plus récent. Et voilà pour le tour de France des styles architecturaux les plus marquants. Et j'espère que l'épisode n'a pas été trop long ou barbant. Exercice difficile pour ce thème de l'histoire de l'art, et bien évidemment, comme évoqué en introduction, nous n'avons pas parlé volontairement de tous les styles. Par exemple le style rococo que nous pouvons retrouver en France, ou même par exemple des styles un peu plus étrangers comme chinois, japonais, égyptien, ottoman, arabe, amérindien, bref, un sujet vaste au final. Bref, en attendant le prochain épisode la semaine prochaine, n'oubliez pas les pouces, les commentaires, les partages, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, et puis voilà. Bon, laissons-le à sa sieste, un sujet qui ne devait apparemment pas beaucoup l'intéresser. Bref, merci à vous. Fin de tournage. Et ils sont où ?